Cet épisode est la seconde partie d'un enregistrement effectué en juin 2025. Si vous avez loupé la première partie, je vous invite à aller l'écouter avant de continuer sur celle-ci. Bonne écoute. Avant de parler de la partie formation, étant donné que tu es formateur, je voulais juste qu'on fasse un crochet sur le podcast, qui du coup fait partie de ce que tu fais aujourd'hui au quotidien. Tu nous as expliqué la genèse du podcast, pardon. L'idée, pourquoi tu as eu envie d'en créer un. Maintenant, où est-ce que tu souhaites aller avec ce podcast? Et comment est-ce que tu choisis les sujets qui sont traités au sein du podcast? Ça, c'est de bonnes questions. Alors, pourquoi le podcast? Comme je te disais, j'ai envie bah, de, de faire que ça bouge dans la communauté et, partager aussi le maximum de choses à ceux qui nous écoutent en fait. Et j'ai découvert moi-même auparavant les podcasts. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment une soif d'apprendre, ça m'a jamais quitté. Euh, je- Comme toi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, mais à la découverte des podcasts, je me suis dit, mais c'est encore, Ça a c'est décuplé le ouais, c'est truc. encore un truc supplémentaire, tu vois. C'est incroyable. Tu peux apprendre sur des sujets vraiment divers, variés, sur le business, sur l'immobilier, sur le développement informatique, enfin sur tout un tas de choses et parfois même sur des choses criminelles. Je connais des gens qui Mhm. écoutent des podcasts sur des affaires criminelles et donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant et je trouve que enfin les expériences et quand le podcasteur est bon, il va quand même nous apprendre des choses, quoi, l'épisode. Et c'est cette partie-là, moi, que je voulais mettre en place avec QG Qualité. Donc, on a lancé le projet. On nous a fait un super studio que tu as pu voir. Donc, en fait, Il est génial. et J'adorais avoir la même chose chez moi, ça a vraiment, honnêtement. ça a vraiment séduit chez SSID, notre projet. Avec ma collègue Elolia, vraiment, on est vraiment super heureux de tout ça. Donc, comment on choisit les sujets? Ça, c'est vraiment enfin, c'est vraiment une question importante et très bonne. En gros, moi, je vais essayer de me rapprocher des gens qui comptent dans la qualité logicielle au maximum. Je les trouve parfois en écoutant d'autres podcasts, comme Mhm. comme le tien, par exemple, ou celui de La Guilde de Jean-François Frézy. Mhm. Je vais les trouver aussi parce que je sais que la personne a fait une conférence, tu sais, donc elle va être à l'aise pour partager son expérience. Elle a déjà parlé devant une audience 100 ou 200 ou 500 personnes, tu sais. Et surtout, le curseur essentiel, pardon, c'est qu'elle va nous apprendre des choses, tu vois. Par exemple, dans son domaine métier, que moi je maîtrise pas forcément. Par exemple, euh, quand je quand je fais un entretien avec attends, je cherche. Euh, ouais, quand je fais par exemple un entretien avec Jérémy Attad d'ADO, je connais l'e-commerce, mais je connais pas forcément tous les process chez ADO. Je sais pas techniquement où est-ce qu'ils en sont, de quelle manière ils travaillent. Quand j'ai fait l'épisode avec Nicolas Zangari, j'ai découvert tout ce que j'ignorais sur, tu sais, l'acte d'achat sur un site e-commerce. Eux, Nicolas, dans sa société, il travaille sur la brique invisible que tu as au moment du paiement, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment tout un métier que j'ai découvert. Donc, ce qui est génial, c'est que autant moi j'apprends, que j'espère faire apprendre faire connaître à la communauté, quoi. Tu vois. Et même moi, ça me sert parce que du coup, je découvre en creusant un peu les sujets, des choses que j'ignore sur tout un tas de métiers ou de problématiques liées à notre métier à nous.
Voilà. Ok, très bien. Bon, C'est dans simple. ce cas-là, non, non, mais c'est très clair. Et le choix des invités, en soi, on a une démarche qui est un petit peu similaire, Ouais. autant sur l'idée du podcast et autant sur le choix des invités et ce que ça apporte réellement, tu vois, personnellement, et puis ce que ça apporte à la communauté du test, quoi. Tout à Ok, fait. très bien. Alors, merci pour cette réponse. Sans transition, on bascule sur la partie formation et développement qualité. Donc, quand tu es arrivé chez SSID, si j'ai bien écouté tout à l'heure, donc tu as eu l'occasion de basculer, de prendre une nouvelle casquette en Oui. tant que formateur. Est-ce que tu avais déjà formé Oui. avant SSID Oui, mais au poker. au poker? Ouais, j'ai été coach. Ok. Ouais, j'ai été coach. Ouais. Euh, alors, déjà, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que en ce moment, enfin, on sait que le marché est un petit peu tendu. Mhm. Au niveau de la tech dans son ensemble, c'est pas spécifique à la qualité. Oui. On sait que le marché est un petit peu plus tendu. Aujourd'hui, toi, tu as encore des personnes que tu formes. Oui. Euh, les retours de tes élèves, est-ce que tu les sens un petit peu plus inquiets? Est-ce qu'ils ont peur, tu vois, la peur qu'on évoquait tout à l'heure quand on se lance dans une reconversion? Est-ce qu'ils ont peur de ne pas trouver de métier derrière? Ou est-ce que, étant donné que tu formes aussi des personnes qui sont déjà professionnelles et que tu les formes sur, tu vois, des outils spécifiques, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout ressenti, tu vois, on n'en parle pas du tout? Et je trouve comment ça se passe en fait tes échanges avec tes élèves, quoi. Ouais, ouais. 5 Non, questions en non, une, mais non, non. Tu marques un point là. Effectivement, le marché, il est vraiment pas au top. Même si des échos que j'ai, ce serait peut-être en train de repartir un petit peu. Euh, donc c'est un peu plus cool que quelques mois auparavant, mais ça reste, oui, assez inquiétant. Euh, les personnes en reconversion, donc les futurs testeurs, ils ont quasiment tous cette peur dont tu parles. Et c'est évidemment accentué avec le contexte du marché actuel. Mmh. Euh, alors, je pense ils ont cette peur à chaque fois. Et je sais pas comment on leur communique cette information parce qu'ils sont pas encore professionnels, mais on leur communique cette information qui dit que le marché est un peu tendu, ou alors ils l'ont simplement vu à droite à gauche en cherchant simplement des infos, quoi. Et donc ça effectivement c'est une crainte de leur part. Maintenant sur les professionnels, je trouve que ça va, en tout cas dans la qualité. Pour le moment, la plupart de mes collègues bah, sont staffés, ils ont des missions, même si la concurrence est peut-être un tout petit peu plus rude. Donc il va y avoir davantage de candidats lorsqu'il y a un appel d'offres. Euh, En revanche, il y a un phénomène, c'est euh, les, les testeurs fonctionnels qui ne font vraiment que du fonctionnel. Il y en a beaucoup qui veulent se mettre à l'automatisation pour ajouter une corde à leur arc et ainsi avoir une plus grande valeur sur le marché du travail. Parce qu'ils sont conscients aujourd'hui que il y a un virage qui est en train de se prendre avec l'intelligence artificielle, notamment dans l'industrie du logiciel, et ils savent pas encore se servir d'un outil d'automatisation. Et derrière, avec l'IA, en fait, s'ils s'y mettent pas dès maintenant, ils vont vraiment rater le coche. Et je pense que tout le monde en est conscient de ça. Donc j'ai pas mal de profils de personnes fonctionnelles qui veulent se former, par exemple sur du Playwright, une formation que je donne, sur du Catalan aussi, qui est un outil payant, mais qui permet, c'est un peu un tout en un, il va faire du test web, du mobile et de l'API, alors que Playwright, lui, c'est vraiment spécialiste du web. Alors, voilà. Donc, je donne des formations dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, j'en donne une. Et la semaine d'après, j'en donne une autre. Tu vois. Donc, effectivement, de temps en temps, je sors de mission et, et je donne ces formations soit à des
personnes en reconversion, soit à des professionnels en poste. Donc, et, je te cache pas que je voulais pas faire peur aux gens, mais je suis allé au DevFest Lille la semaine dernière, et en gros, il y a eu une conférence à laquelle j'ai assisté, et le conférencier, c'est un ancien développeur qui a monté une ESN. Donc, son travail maintenant, c'est de staffer des développeurs dans des entreprises qui en ont besoin. Et il a quand même dressé un constat assez difficile sur le futur du développement, en fait. En disant, aujourd'hui, bah, c'est vraiment en train de rebattre les cartes. L'intelligence artificielle, euh, ses capacités actuelles font que moi, demain, si je connais un jeune qui me dit moi, je veux être développeur, je vais quand même lui expliquer la situation, quoi. Et je vais lui dire est-ce que tu es sûr? Parce que les outils sont de plus en plus performants, et ils vont vraiment être intégrés, on va en avoir partout. C'est une révolution, hein. Pour moi, c'est une révolution comme Internet, quoi. Ça va tout changer. Alors, est-ce que tu penses pas qu'on a un peu, comment dire, qu'on est un peu dans une phase où on sait qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer, mais on n'y est pas encore tout à fait. Oui, 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 mais on sent que ça émerge, en fait. Oui, Alors moi, mon souci, et en fait, je me pose pas mal de questions ces dernières semaines là-dessus, c'est que on parle énormément d'intelligence artificielle, tu vois, depuis 3 ans, c'est bon, un petit peu plus maintenant. On en parle, on en parle, on en parle. Il y a une communication presque abusive dessus, tellement on en parle. oui, tout à fait. Mais quand on regarde au quotidien, je n'ai pas l'impression que dans les entreprises françaises, en tout cas, parce qu'on a beaucoup les yeux tournés vers les États-Unis, vers la Chine, mais en France, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait un peu pchit, tu vois. Que ça prend son temps pour arriver. On sait que ça va arriver, mais ça prend vachement son temps. Et en fait, le marché n'est pas si chamboulé que ça. Alors, Non, non, effectivement, mais tu sais, c'est le risque potentiel, en fait, effectivement, ouais. qui fait que c'est un peu inquiétant, quoi. Euh, on se demande, tu sais, euh, à quel niveau le développeur va se positionner au moment où ça va devenir mature. Et c'était ça, tu sais, la question de poser, enfin, à laquelle il essayait de répondre dans sa conférence, dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est maintenant bah, le code un peu bête et méchant, je sais pas moi, pour afficher tel ou tel écran dans une application mobile. euh, Peut-être que dans 2, 3 ans, ce sera plus un développeur qui le fera, tu vois. Et du coup, par contre, le développeur sera un peu plus haut en termes de choix d'architecture, tu sais, en termes de peut-être de conseils, euh, tu vois, ou d'accompagnement. Mais il posait vraiment la question de est-ce que ce sera l'IA, ou est-ce que ce sera le développeur qui produira le code, tu sais, les lignes de code. Et c'est quand même, tu vois, ça, tu me dis, ouais, mais, enfin, déjà, tout ce qu'il est possible de faire avec l'IA aujourd'hui, parce que moi, je suis au taquet dessus, hein. On en a déjà parlé, toi et moi, et moi, j'aime beaucoup comprendre un peu comment ça marche, et j'essaye de m'en servir, d'apprendre dessus, tu vois. Donc, je suis en train de faire une formation pour monter en compétence dessus. Et j'ai la chance chez mon client de pouvoir mettre en place des POC sur l'IA. Donc, j'ai déjà mis des choses en place, tu vois. Ça, c'est cool. Je vais te donner un exemple. Hier, avec un collègue, on avait envie de faire un RAG. Donc, c'est un LLM, tu sais, qu'on va borner à un domaine précis. Donc, on va lui fournir des documents. Le LLM va apprendre dans les documents. Et à la fin, quand on va interroger le LLM, il va juste nous répondre sur la documentation qu'on lui a fournie. Tu sais, il va pas nous dire combien font 2 et 2 parce que on lui a pas appris dans la doc.
Donc en fait, c'est un truc qui peut être vraiment très très utile, tu sais, pour, par exemple, euh, la documentation technico-fonctionnelle, tu sais, d'un site internet, d'une application. Et donc c'est ce POC, on a voulu le faire avec un collègue. Et donc hier, on savait pas trop par où commencer. Et donc on a cherché des solutions grâce à l'IA. Et grâce à l'IA qu'on a chez Decat, parce que on nous permet d'utiliser certains outils. Et en fait, bah, il nous a donné une solution. Donc on l'a mise en place, ça ne marchait pas. On a montré toujours à la même IA les problèmes qu'on avait. Elle nous a résolu les problèmes. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui fonctionne. On a mis une après-midi à faire ce RAG, alors qu'on s'est dit, ça va nous prendre quelques jours quand même au départ. Parce que déjà, par où commencer, tu sais, quel est le meilleur choix? Parce qu'en fait, euh, bah, c'est vraiment, on va avoir des résultats différents en fonction du modèle, tu sais. Et là, comme on avait envie de faire juste un POC, bah, on a pris quelque chose de gratuit, d'open source, pour réduire au maximum les ressources dont on avait besoin. Mais tu vois, enfin, ce genre de choses, on aurait mis des heures et des heures pour trouver des solutions sur Google, avec, tu sais, dans Stack Overflow, Oui, on oui, aurait bah oui. facilement Faire trouvé des commentaires, débugger, c'est essayer de ça, trouver, sur oui, des bien sûr. forums, Ouais. sur les trucs qu'on avait besoin de faire avant. Tandis que là, il Mm. nous a vraiment corrigé les choses au fur et à mesure de la mise en place de notre POC, quoi. Et donc, je t'avoue que j'ai été encore une fois bluffé, hein. Bon, donc OK. Alors dans ce cas-là, est-ce que tu penses que ça on se projette, hein, on se voit, allez, peut-être dans 5 ans. Aujourd'hui, on voit l'impact que ça a sur le monde du développement en lui-même. Maintenant, sur le monde de la qualité en elle. Voilà. Quel impact ça va avoir? Eh ben écoute, moi je suis pas sûr qu'on va nous remplacer, hein. Tout simplement parce que euh, là où l'IA a énormément d'avantages, elle a aussi énormément d'inconvénients. C'est le fondateur de Siri qui a notamment été auditionné au Parlement pour parler des risques de l'IA. Oui. Et, et en fait, il explique très bien que on a donné des questions vraiment factuelles à l'intelligence artificielle d'OpenAI, donc à ChatGPT. Et en fait, il avait bon, je ne sais plus les chiffres, mais en gros, l'IA s'est trompée énormément de fois. C'était peut-être une mauvaise réponse sur 5. Alors que ce sont des choses factuelles, tu sais. OK. Donc c'est pas qu'est-ce que tu penses de quelque chose, c'est en quelle année a eu lieu la bataille de Marignan. Tu vois, des choses que tu peux trouver sur Internet assez facilement. Ou euh, j'en sais rien, c'est quoi euh, euh, en quelle année a eu lieu la crise des subprimes. Tu vois, des questions vraiment factuelles. Ouais. Où il y a tout sur Internet pour trouver. Et en fait, elle s'est trompée énormément. Et donc, je me dis quand même que la qualité, bah, ça va pas être un petit sujet, quoi. Surtout avec tous ces nouveaux outils. Ça pourrait peut-être même être encore mieux pour notre marché à nous dans la qualité logicielle, peut-être. Yes. Ouais. C'est de plus en plus, en tout cas, ce vers quoi je penche. Parce qu'on sait très bien qu'il va falloir vérifier toutes ces IA qui arrivent en masse. Mais il faudra des gens pour pouvoir vérifier tout ça et on va être les premiers concernés. Mais tu vois, j'irai même plus loin parce que j'ai écouté récemment une interview, enfin un podcast pour le coup, de Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. On se Ah oui, je voit de vois. quel Ouais. podcast je parle, Oui. qui a interviewé quelqu'un qui s'appelle The Godfather of AI. Ok. Et ce monsieur donc explique en fait que, enfin, il est très alarmiste hein, en disant il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que là on est en train d'aller vers notre destruction tout simplement hein, en tant qu'être humain. Donc faut qu'on borne le truc quoi, un maximum. Donc écoute là c'est très intéressant. Mais ce que j'ai retenu de ça, c'est que justement parce que on s'achemine vers
un monde qui va être complètement repensé, complètement automatisé, avant qu'on en arrive à ce point-là, où ça prend autant de place et que du coup ça a un impact en fait sur absolument tous les métiers, il va falloir mettre des limites. Oui. Parce que dans tous les cas, il va falloir mettre des limites à cette Oui, IA, oui, oui, tout à fait. à ces IA, pardon. Et les personnes les mieux positionnées pour ça, pour pouvoir aider à ces prises de décision, pour le coup, bah, c'est nous. Oui. Non, non, effectivement. Effectivement, il va falloir vraiment s'assurer que derrière, ces erreurs-là soient écartées, quoi. Et on va pas utiliser une IA pour vérifier une IA. Enfin, à aucun moment c'est possible, étant donné que les deux vont pouvoir générer des erreurs dont on parlait tout à l'heure. Alors, ils sont en train de travailler pour essayer de les corriger, hein, mais moi je trouve quand même que c'est pas encore au point. Et puis il y a toute la partie qu'est-ce qui va se passer une fois que la génération de contenu, comme les IA génératifs, elles se basent beaucoup sur le web pour récupérer leurs données, notamment factuelles en fait. Quand, Qu'est-ce qui va se passer une fois que les IA vont récupérer des données générées par les IA? À quel moment on va pouvoir contrôler tout ça et vérifier la qualité, enfin surtout les sources en fait, les sources des données. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, sur l'exemple que tu donnais sur la bataille de Marignan, enfin, je trouve ça quand même assez fou parce que là, pour le coup, on a quand même 4 maintenant, même 4 années presque entières d'utilisation de l'IA. Les produits ont été améliorés et on a encore des résultats comme ça, alors que bon, tu vois. Donc c'est quand même assez inquiétant et c'est réellement symptomatique de l'impact en tant que testeur on peut avoir quoi sur ce fonctionnement. Tout à fait. Et tu vois, j'ai donné une formation Playwright augmentée par l'IA, où du coup je montre concrètement les limitations actuelles des modèles, mais aussi les avantages quand même qu'on peut en tirer. Et c'était intéressant parce que j'ai posé une question assez simple aux apprenants, en fait. Je leur ai dit, est-ce que vous avez déjà constaté à un moment une IA générative vous dire je ne sais pas? Et là, ils m'ont dit bah non. Je dis bah ouais, parce que quand elle ne sait pas, elle va quand même vous fournir quelque chose et elle va vous faire croire qu'elle sait. Donc on est quand même dans un truc assez spécial, quoi. Donc oui, il y a des avantages, oui, mais il y a encore pas mal d'inconvénients. Et faut le voir vraiment comme un compagnon de travail aujourd'hui, quoi. Complètement, complètement, complètement d'accord avec ça. Et bon, après, il faut être dans une entreprise aussi qui donne l'autorisation de pouvoir l'utiliser dans un cadre bien spécifique. Mais oui, après, je pense qu'on peut tous y mettre les mains, même sur nos projets personnels. Et puis commencer à s'habituer petit Oui, à petit, essayer de mettre en place des choses pour vraiment prendre l'habitude de l'utiliser, quoi. Mm, mm. c'est ça, ouais. C'est vraiment important ça, parce que les modèles évoluent tellement vite que une personne qui s'y met aujourd'hui, par exemple, n'a pas vu l'évolution au niveau de la qualité depuis ces 4 dernières années. Et en réalité, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a des applications qui se sont rajoutées, des petites briques applicatives, comme par exemple la génération d'images. Tu as des modules comme la recherche approfondie, tu sais, qui est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant comme système où le LLM va se mettre à réfléchir pendant 15 secondes, va aller chercher des sources sur Internet. Pardon, j'ai dit 15 secondes. Non, non, il va réfléchir pendant 15 minutes avant de te produire une réponse. Et c'est une réponse qui peut faire jusqu'à 20 pages, quoi, de documentation sur un sujet que tu estimes, toi, complexe, et tu as envie d'avoir pas mal de données dessus, quoi. Donc c'est quand même impressionnant, toutes ces choses-là. Et quelqu'un qui aujourd'hui découvre les IA va encore être un peu déçu. Mais pour ceux qui ont connu les prémices de ChatGPT, voir ce qu'il était capable de faire quand c'est sorti et ce qu'il est déjà capable de faire aujourd'hui, on mesure quand même une évolution très, très, très positive et Ouais, vraiment qualitative, quoi. vraiment. Et bon, tout le monde ne jure que par ChatGPT, hein. On parle des autres, mais pour le coup, il est quand même, enfin, personnellement, je trouve un peu au-dessus. Claude, qui fonctionne pas mal, mais mine de rien, Oui, ChatGPT est quand même
Un peu au-dessus des autres. Ouais, ouais. Pour parler d'une autre, d'un autre produit, tu sais, j'avais réalisé un POC dans ma mission sur un outil. Du coup, l'outil qu'on devait utiliser, c'était Oui. Gemini, donc Mhm. l'IA générative de Google. Et en fait, récemment, l'entreprise Ouais. a fait une keynote et elle a présenté vraiment. Ribambelle de, de produits et de Ouais, fonctionnalités. Oui, oui, j'ai vu. très, très bluffant avec la génération de vidéos carrément, de la génération de musique. Enfin, on a à disposition un jouet fantastique. Alors, c'est cher, hein, ça coûte 200 $ par mois pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Mais ils sont en train de un peu relever le gant, comme on dit dans la boxe, et ils montrent qu'ils sont en train un peu de rattraper le retard qu'ils avaient entre Epic et sur OpenAI. Ah ouais. Non, mais de toute façon, Google ne se laissera pas. Enfin, c'est Google. Ça reste Google. Je pense que, bon, on peut critiquer. Bon, Gemini, c'est pas parfait, mais ça reste Google. Bah oui. Bah c'est ça, on l'utilise au quotidien, donc Ils ils ont ont une un masse de compte de données sur données. lesquelles on Un traite compte. Ils ont même plus. Ils Oui, ont oui, c'est ça. 25 comptes de données. Ils ont l'argent parce que voilà. Ils ont les personnes. Ils ont les cerveaux pour pouvoir faire tout ça. Donc, bah, bien sûr, bien sûr. Absolument. Ok. Et bah, Romuald, c'est la fin. Est-ce que tu as une question pour moi? Bah, écoute, je me demandais qu'est-ce qui t'a fait trouver le sujet de notre conversation sur le lien entre le poker et la qualité, parce que j'ai trouvé ça super parce que j'y avais pas vraiment réfléchi et ça m'a donné l'occasion. Ok. Réponse courte, bah toi, du coup. Réponse longue, en fait, j'essaie de trouver tous les liens qu'on peut faire avec d'autres métiers, avec d'autres secteurs, parce que la qualité, en définitive, c'est un petit monde, en tout cas en France. C'est un petit monde. On n'est pas au niveau indien, on n'est pas au niveau malgache, on n'est pas au niveau américain. Ça reste un petit monde, tu vois. Et faire des ponts avec d'autres métiers pour faire parler la qualité, c'est ultra important. Donc en fait, partout autour de moi, dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse un peu, qui m'intrigue un peu, bon, je vais faire mes petites recherches à gauche, à droite. Et le fait qu'on en ait parlé tous les deux, tu m'as dit ça, je me suis dit, mais il y a forcément quelque chose quelque part. Donc, merci, quoi. Eh ben, oui, tu t'es pas trompé. Donc, ouais, c'était une super surprise de parler de tout ça. Et ça m'a permis à moi aussi de reconnecter des choses que j'avais pas forcément. Tu sais, on est là un peu la tête dans le guidon, on avance et on ne prend pas parfois le temps de se poser et prendre un peu de recul sur les choses. Bon, Merci beaucoup, Nankeda. bah écoute, merci beaucoup à toi. Si jamais, où est-ce qu'on peut te retrouver, si on a des personnes qui nous écoutent? Alors, je suis vraiment basique, ça va être LinkedIn. On peut me retrouver évidemment si on a envie de regarder le podcast QG Qualité sur YouTube et sur toutes les plateformes, hein. Ok, Voilà. ça marche. En tout cas, allez tous vous abonner et écouter QG Qualité et regarder les vidéos sur YouTube. Le studio est trop beau, donc voilà, c'est important. Allez-y. Merci Romuald, à bientôt. À bientôt, Nankeda. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.